La VOD YouTube, comme ça elle est lancée. Bonsoir YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle soirée contes et légendes. Une soirée contes et légendes... J'ai failli dire du mois de décembre. Non, en règle générale c'est du mois de décembre, on la rattrape au mois de janvier. Du mois de novembre qu'on rattrape au mois de décembre. Donc... Du moins dans la chanson elle part peut-être pas pour la richesse, mais au moins elle prend le... Ah oui, ça oui. N'oublie pas les femmes sur un bateau, c'est malheur. Pourquoi on disait ça? Parce que la première histoire qu'on va lire ce soir, c'est Mary Read. Non, je croyais que j'avais un petit chat sous le bureau, mais pas du tout. Allez. J'ai la voix un peu cassée, moins grave que les autres fois, mais quand même. Allez, je vous propose de démarrer tout de suite, histoire de voir si effectivement la chanson parle bien de cette Marie-là ou pas. Je vais juste chercher un truc que j'ai sur mon bureau qui est mon livre de recettes. J'ai inscrit des recettes dans mon livre de recettes. Je n'ai pas jarté mon petit livre de recettes. Sachant que j'ai pas noté toutes les recettes que je voulais. Alors, Mary Read. Je vais juste baisser un chouïa la musique. Voilà. Il était une fois, à une époque pas si lointaine où les filles étaient élevées dans les rubans et les robes à crinoline, une petite fille nommée Marie, qui, pour sa plus grande joie, n'avait jamais rien connu rien de tout cela. Ça ne veut rien dire cette phrase, mais c'est pas grave. Elle était arrivée dans la vie à un moment bien triste pour sa mère. Déjà veuve, elle venait de perdre son fils chéri, qui était mort brutalement, et elle n'avait pour survivre qu'une maigre pension que lui versait sa belle-mère pour élever l'enfant. La pauvre femme décida donc de cacher la mort de son garçon et de faire passer Marie pour son frère. C'est ainsi que Marie grandit, ses cheveux roux aussi courts que ses culottes, libre de courir partout et de grimper aux arbres comme un écureuil. Tandis que la plupart des filles, noyées sous les froufrous, restaient sagement assises à l'ombre des arbres à peigner leurs poupées, Marie, elle, passait le plus clair de son temps perchée dans les hautes branches, à scruter l'horizon ou à jouer avec les garçons du village. Elle inventait alors toutes sortes d'aventures, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Et à la voir mener sa petite troupe par le bout du nez, transformant le moindre bout de bois en épée et fendant l'air de grands moulinets, on devinait sans peine que cette vie lui plaisait. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et le jour de ses 13 ans, sa mère reçut une lettre lui annonçant que sa belle-mère était morte. Sa mère essaya de se consoler en se disant que sa fille n'aurait plus besoin de se cacher et qu'elle pourrait enfin mener une existence normale. Mais quand, le soir même, elle l'annonça à Marie, celle-ci avait si bien pris goût à la liberté que la nouvelle lui fit l'effet d'un coup de massue. Sa mère essaya de la raisonner, et Marie, abasourdie, l'écouta énumérer les prétendus avantages de sa nouvelle situation. Après tout, elle n'aurait pas à travailler, et comme elle était plutôt jolie et en âge de trouver un mari, on va se calmer, elle a 13 ans, il lui suffirait de se laisser pousser les cheveux pour attirer un bon parti. Marie n'en croyait pas ses oreilles. Alors comme ça, simplement parce qu'elle était née fille, elle ne pouvait pas travailler pour gagner sa vie, comme la plupart de ses amis, et devrait dépendre entièrement du bon vouloir d'un mari? Non. Vivre enfermée entre 4 murs, très peu pour elle. Le monde était bien trop vaste pour qu'elle accepte de troquer ses pantalons et ses bottes contre un tablier. Marie proposa donc un arrangement à sa mère. Puisqu'elle avait grandi avec la liberté des hommes, c'est en tant qu'homme qu'elle travaillerait pour l'aider. Et devant l'entêtement de sa fille, la pauvre femme dut se faire une raison.
Marie voulait couvrir le monde. Elle s'engagea alors comme matelot dans la marine. Comme elle était courageuse et ne rechignait à aucune corvée, les membres de l'équipage s'habituèrent vite à ce petit matelot un peu gringalet et infatigable. Mais Marie grandissait, et son corps se déployait pour devenir celui d'une belle jeune fille. Craignant d'être démasquée, elle prit l'habitude de cacher sa poitrine naissante sous des bandages. L'illusion était parfaite. En la regardant hisser la grand voile ou grimper sur le mât à la force de ses bras, on eût été bien en peine de deviner que sous son accoutrement se cachait une demoiselle. Et ainsi, chaque mois, quand elle touchait sa paie, Marie envoyait un peu d'argent à sa mère. À force de sillonner toutes les mers du monde, depuis les Indes jusqu'aux Antilles, Marie apprit bien vite à naviguer en pleine tempête. Et rien ne lui plaisait plus que de voir les vagues se déchaîner et de sentir les embruns éclabousser son visage. Alors que tout l'équipage se barricadait dans les cabines, elle restait souvent seule sur le pont, agrippée de toutes ses forces au bastingage, défiant les éléments qui lui fouettaient le visage et se sentant plus vivante que jamais. Bien sûr, elle a existé. Il y a une version, on est sûrement devant une version un peu plus romancée de sa vie, on va dire. Mais la mer est capricieuse et cache bien des dangers. Et un jour qu'il naviguait vers les Antilles avec une nouvelle cargaison, un mousse cria soudain « Pirate à bâbord ! Pirate à bâbord !» Aussitôt, un vent de panique s'empara de l'équipage. Et Marie eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait, que tout l'équipage avait déjà pris ses jambes à son cou pour se réfugier dans la cale. En l'espace d'une seconde, tout le monde avait disparu, et Marie se retrouva seule avec le capitaine. Elle attendait un ordre, une arme, quelque chose pour défendre le bateau, mais le capitaine semblait paralysé. Livide, les yeux agrandis par la terreur, il regardait fixement le pavillon noir à tête de mort qui fonçait droit sur eux. À cette distance, Marie pouvait voir les pirates sur le pont du bateau, déjà le sabre à la main, prêts à l'abordage. « Capitaine !» hurla Marie. « Il faut donner l'ordre d'armer les canons, vite !» À ces mots, le capitaine tourna vers elle un visage hagard. Puis, au lieu de donner l'ordre, il sauta dans une barque. Et Marie eut à peine le temps de le voir s'enfuir à grands coups de rame. L'instant d'après, je me suis perdu. L'instant d'après, des cordes volaient en tous sens au-dessus du bastingage, et une horde de pirates aux airs patibulaires sautait sur le pont en hurlant. Dans un élan désespéré, Marie attrapa un seau en bois qui se trouvait à sa portée, et le fit tournoyer au-dessus de sa tête pour éloigner les hommes qui l'encerclaient. Elle lutta vaillamment, et parvint à en assommer quelques-uns. Mais les pirates étaient bien trop nombreux et autrement mieux armés. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle se retrouva ligotée comme les autres sur le pont. Elle était là, à attendre la sentence en rageant de s'être fait prendre, quand elle vit un homme venir vers elle. Il était grand et, par rapport aux autres qui portaient pour la plupart de vieux haillons, plutôt élégant, avec sa longue veste rouge vif et son grand chapeau orné de plumes. Sûrement leur capitaine qui vient nous annoncer la sentence, se dit Marie. L'homme se planta devant elle, sans dire un mot. Marie vit alors qu'une profonde cicatrice lui barrait la joue, ce qui lui donnait un air assez impressionnant. Mais impressionnant ou pas, elle n'allait pas rester à se faire jauger comme du bétail. Alors Marie planta son regard dans le sien d'un air de défi.
Et l'homme, contre toute attente, éclata d'un grand rire tonitruant. Tu dois peser 3 livres tout mouillé, pardon. Mais tu es bien le seul ici à en avoir dans le ventre. Tu me plais, Moussaillon. Rejoins-nous et je te laisserai la vie sauve, lui dit-il. Marie n'eut pas à réfléchir très longtemps et accepta la proposition du capitaine, qui la fit libérer sur le champ. On m'appelle Rackham le Rouge. Et toi ? Demanda-t-il en lui tendant la main. Willie Reed, répondit Marie en lui serrant la main, tout en réajustant discrètement ses bandages de l'autre. Eh bien, bienvenue à bord du Revanche, mon garçon. Et c'est ainsi que Marie commença une nouvelle vie de pirate. On lui donna un sabre, et à sa grande surprise, elle ne trouva pas ça différent des épées à bois de son enfance. Retrouvant rapidement ses réflexes, elle se révéla d'une très grande agilité et ne mit pas longtemps à trouver sa place à bord du Revanche. Comme elle grimpait au mât tel un écureuil, on lui confia le poste de vigie, tout en haut du mât. Et Marie, qui avait un œil de lynx et une grande soif d'aventure, ne manquait aucun bateau. Et quand venait le moment de passer aux choses sérieuses, elle était toujours la première sur le pont, le sabre affûté et prête à sauter. Chaque journée avait son lot de surprises, et ses nouveaux camarades, derrière leur mine patibulaire, n'étaient finalement pas de si mauvais bougres. Si bien que Marie se prit d'affection pour cette joyeuse troupe. Elle ne leur trouvait qu'un seul défaut. Dès qu'ils n'étaient plus occupés à piller des bateaux, les hommes s'ennuyaient comme des rats morts. Et comme chacun sait, l'ennui fait faire des bêtises. Pendant que Marie profitait des accalmies pour briquer le pont ou nettoyer les armes, les hommes préféraient remonter des tonneaux de rhum sur le pont et s'affalaient tous autour. Tous, sauf le bras droit du capitaine, un jeune homme d'une vingtaine d'années appelé Adam. Dès que les marins commençaient à boire, le jeune homme, fier comme un lion, dit Pauline, bonne nuit, bossait les épaules et s'éclipsait. Et tout naturellement, les deux jeunes gens se lièrent d'amitié. Adam connaissait le bateau par cœur. Il enseigna à Marie tous les secrets de la vie de pirate, depuis les règles de partage du butin jusqu'à leur code d'honneur. Et très vite, ils prirent l'habitude de tout faire ensemble. Le matin, tandis que les autres avaient encore mal au cœur d'avoir trop bu la veille, Adam et Marie, frais comme des gardons, s'affairaient déjà en sifflotant gaiement. Et le soir, dès que les vapeurs de rhum envahissaient le pont, ils grimpaient en haut du mât pour savourer le calme des hauteurs en silence, le regard tourné vers l'horizon. Et comme Adam n'avait pas froid aux yeux non plus, quand un bateau avait le malheur de passer à leur portée, c'était souvent lui et Marie que les malheureux voyaient grimper en premier à l'abordage, fendant l'air de leurs sabres. Marie était si heureuse d'avoir un ami qu'elle ne remarqua pas que les regards d'Adam se faisaient plus appuyés, ni ses silences de plus en plus gênés. Petite demoiselle. Un soir où ils étaient tous les deux sur le pont à regarder les étoiles, Adam se tourna vers Marie, et avant même que Marie n'ait le temps de comprendre ce qui se passait, le jeune homme l'avait enlacée. Marie bondit en arrière, mais il était trop tard. Le jeune pirate avait senti sa poitrine sous ses bandages et le regardait sans rien dire, stupéfait. « C'en est fini de moi, se dit Marie. Ils vont me jeter au requin. » Mais au lieu de lancer l'alerte, Adam déboutonna en silence un bouton de sa chemise, puis un second, et dévoila un sein blanc comme la lune. Marie n'osait y croire. Le plus téméraire de ses camarades était une femme, elle aussi. Comme on peut l'imaginer,
La nuit se passa en confidence. Marie raconta tout à son amie, qui s'appelait en vérité Anne. Et Anne raconta sa vie à Marie. Elle était la compagne de Rackham, et comme la règle interdisait la présence de femmes sur les bateaux, car on craignait qu'elles sèment la zizanie entre les hommes, le capitaine, qui ne pouvait pas se passer d'elle, lui avait demandé de s'habiller en homme. Et depuis plusieurs années, elle menait cette vie à ses côtés, attaquant et pillant tous les bateaux qu'il croisait. Unies par leur secret, les deux femmes devinrent plus inséparables que jamais. Et comme cela devait bien arriver un jour, Rackham commença à s'inquiéter de ne jamais les voir l'une sans l'autre. Il devint jaloux, très jaloux même, et s'énervait à présent pour la moindre raison. Anne, craignant pour la vie de son ami, finit par révéler son secret à Rackham pour le rassurer. Quel choc pour le pauvre capitaine. Ses deux meilleurs assaillants étaient des bougresses. L'espace d'un instant, il ne sut pas s'il se sentait plus humilié que rassuré, ou plus rassuré qu'humilié. Mais la raison finit par l'emporter. Marie avait bien mérité sa place sur le bateau après tout. Il décida donc de faire comme s'il ne savait rien. Et il n'eut pas à regretter son choix. Car Marie et Anne, lassées de voir les hommes se battre à tout bout de champ, rivalisaient d'idées pour dévaliser les bateaux sans effusion. La violence étant exacerbée par l'alcool, elles commencèrent par remplir les tonneaux à demi vidés avec de l'eau, et l'équipage n'y vit que du feu. Ils continuèrent à boire comme d'habitude, mais curieusement, les sabres restaient à leur ceinture, et aucun juron ne fusait plus. Bientôt, Rackham ne reconnut plus son équipage. Les hommes semblaient avoir retrouvé une seconde jeunesse. Ils avaient le teint frais, et au lieu du vacarme habituel, un calme appliqué régnait désormais sur le bateau. Quand il découvrit deux hommes en train de lustrer le pont en chantonnant, le changement lui parut si énorme qu'il voulut en avoir le cœur net. Il alla trouver Anne et Marie, qui lui avouèrent leur astucieux stratagème. Le capitaine Hilar applaudit des deux mains. Et ce premier succès donna à Marie l'audace de proposer d'autres petits aménagements. « Capitaine, hasarda-t-elle, à chaque abordage, nous perdons malheureusement beaucoup d'hommes, et souvent inutilement. Plutôt que d'attraper les bateaux en vociférant comme des ânes, peut-être pourrions-nous les accoster tranquillement de nuit, quand tout le monde dort ?» Tout cela était très nouveau pour Rackham, mais la nouveauté a parfois du bon, et l'idée de verser moins de sang ne lui déplaisait pas. Alors, il accepta d'essayer. C'est ainsi que Marie et Anne commencèrent à monter en douce sur les navires la nuit, se faufilant discrètement à pas de souris pour mouiller toutes les mèches des canons. Une fois les canons hors d'état de nuire, il n'y avait plus qu'à se servir. Et bientôt, la cale du Revanche regorgea de coffres remplis d'or et de réserves de nourriture, sans que la moindre goutte de sang n'ait été versée. La vie à bord changea considérablement. Les pirates, dont l'estomac commençait à se soulever à force de manger du poisson et des biscuits secs comme du bois, matin, midi et soir, pouvaient désormais se régaler de viande séchée et de fruits frais. Et on pouvait voir Coq, le cuisinier du bateau, se promener parmi l'équipage avec ses plats en arborant un air fier qu'on ne lui avait encore jamais connu. « Et coucou Yuna, comment ça va ?» Mais ce qui réjouit les uns fait parfois le malheur des autres. Et le gouverneur de la Jamaïque, à force de voir piller tous les navires qui traversaient ces mers,
entra dans une colère noire. Il arma un immense bateau, choisit le plus féroce des capitaines qu'il connaissait, un dénommé Barnett, et l'envoya aux trousses du Revanche. Lorsque Marie, du haut de sa vigie, aperçut la gigantesque goélette de Barnett, 3 fois plus grosse qu'eux, avec tous ses canons pointés vers elle, elle lança tout de suite l'alerte. Ça va bien, je viens sur cette chaîne sympathique car chez Cyber, ils renient les Pims, c'est un affront. Et ils font que des trucs de pizza. Sache que je suis absolument pas fan des Pims. C'est à cause de moi si les Pims sont finis en D sur la tier list des gâteaux qu'on avait fait avec Jack. Donc, tu n'es pas forcément sur la bonne chaîne pour les Pims, c'est très cher. Mais Barnett n'aurait pas pu choisir meilleur moment pour attaquer. Car Rackham, repu de trésors et de bons mets, avait généreusement décidé d'offrir une journée de relâche à son équipage et jeter l'ancre dans une crique. Le temps de remonter l'ancre, la goélette serait sur eux. Ils étaient pris au piège. Marie glissa du mât aussi vite qu'elle le put et trouva Anne, qui l'attendait en bas, le sabre à la main, calme comme toujours. « On dirait que l'heure est venue de montrer ce qu'on a dans le ventre, » lui dit-elle. Marie lui sourit, et les deux femmes regardèrent les canons de la goélette s'approcher en silence. J'ai un contrat moral car je n'ai pas cédé pour le yachting que tu as renommé la Lardonne. Bah oui, c'est une petite Lardonne. Je peux rien, moi. Elle va bien, la Lardonne. Le combat fut terrible. Les troupes de Barnett étaient bien plus nombreuses, mais les hommes et les femmes du Revanche se défendirent vaillamment, tombant les uns après les autres. Au bout d'1 heure d'un combat acharné, seuls 2 jeunes pirates étaient toujours debout, luttant comme des diables. Les hommes de Barnett furent obligés de s'y mettre à plusieurs pour réussir à les désarmer. Et quand enfin ils les traînèrent devant Barnett, les 2 lionnes s'étaient si bien battus que leurs vêtements étaient tout déchirés, laissant apparaître de curieuses courbes. Plantés fièrement devant les capitaines, Marie et Anne le défiaient du regard, amusées de voir son étonnement. Mais la loi était la loi, et les pirates devaient être pendus. Barnett ordonna donc qu'on les pende comme les autres. Alors, Marie et Anne, avec un petit sourire goguenard, posèrent chacune une main sur leur ventre, feignant d'être enceintes, et demandèrent d'une même voix : « La loi n'interdit-elle pas de tuer un pauvre enfant innocent pour les fautes de sa mère ?» Sacré Lardonne, ne m'en parle pas, je sais pas ce qu'elle m'arrofle là-dedans, mais ça bouge, ça met des gros coups de pied. Eh ben ça, c'est normal de la part d'une Lardonne. Tout à coup, le visage de Barnett sembla s'embraser. Mais les filles avaient raison, et furieux de ne pouvoir effacer son affront par la potence, il dut se contenter d'une peine de prison. C'est ainsi que Marie et Anne, pas enceintes pour un sou, se retrouvèrent libres au bout de quelques mois. On ne sait pas trop ce qui leur est arrivé ensuite, mais on dit qu'affamées de liberté, elles auraient repris la mer ensemble. Et que sur leur bateau, plus aucune femme n'eut besoin de se travestir pour mener la vie qu'elle souhaitait. J'ai un petit chaton qui est à fond derrière moi qui est en train de jouer aussi. Je confirme, elle est à fond. Coustan se dit c'est foutu, elle a tout de toi et rien de moi, elle va être exécrable comme sa mère. Ah bah ça. Après de toute façon les premiers mois risquent peut-être d'être compliqués donc... Comme dit, je vous souhaite 2 choses. Qu'elle naisse en bonne santé et que derrière elle fasse pas trop de reflux gastrique. Parce que ça c'est une horreur. C'est juste une horreur. C'est un joli bordel. Mon frère il a ça.
Donc, bon. Il a... Mon neveu a beaucoup de reflux gastrique et donc c'est un chouille le bordel. C'est comme ça. Et rebonjour, tu le casses. Ça va, tu le casses depuis ce matin. Tu as réussi à résoudre ton problème de micro, tu le casses. C'est méchant, c'est méchant. En fait, oui, on t'entendait très loin ce matin et moi je suis juste en mode bon, il a pas activé le micro. Enfin, pas, il a pas activé le micro habituel, il en a utilisé un autre. Et c'est nuit aussi assez vite. Ça, après, tu verras. Hein. Ça sera au petit bonheur la chance. Que bon. Tacle direct. Bah, parce que d'habitude, tu tacles direct. Alors, moi, je m'adapte. C'est pas ma faute, moi. D'habitude, tu tacles tout de suite. Alors, je tacle tout de suite. Voilà. Tu sais que je t'aime. Bien. Précise comme ça. Parce que te connaissant, voilà, ça va forcément être en mode ah mon dieu. On croise les doigts, mais elle se porte bien pour l'instant. Prochain rendez-vous dans 15 jours et premier cours de préparation à l'accouchement. Ah. Je dis bonjour et je me prends en direct à la... Non, 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 c'était au niveau de l'estomac. Celui-là, il était au niveau de l'estomac. C'était un bon uppercut comme ça, bien dans l'estomac. J'y peux rien, moi, après, si ce matin, ton micro, il voulait pas. Est-ce ma faute? Est-ce ma faute, tu le casses, si le micro n'avait pas envie? Non. Non, ce n'était pas ma faute. Donc, alors, attends, le mot enflure, il aime pas. Et t'as rien dit, petite enflure, que le micro était pas habituel. Mais en fait, moi, je me suis juste... En fait, le truc, c'est que je sais pas ce que t'as foutu pour qu'il marche pas. Et en fait, ça faisait un moment que j'avais pas été sur un de tes streams. Et donc, j'étais en mode, bah, j'ai mis un autre micro, peut-être foutu, tu vois, ou une connerie dans le genre. Donc, je vais pas chercher plus loin, moi. Donc, Et le micro que tu utilises d'habitude, c'est quoi? C'est un truc que tu branches de temps en temps ou... Parce que là, ce qui s'est peut-être passé, c'est qu'en fait, quand t'as lancé OBS, le premier micro était pas activé. Et donc, il a cherché le premier micro qui venait et il est tombé sur un micro un peu pourri. Genre forcément celui de la webcam ou genre de conneries. Et il a pas cherché plus loin, quoi. Je sais pas, OBS, des fois, me change des setups, que ce soit micro ou source de l'audio. Ouais, tu dois avoir un truc, tu sais pas forcément démarrer. Dans son micro, non, j'utilise pour tout, même les calls Discord. Ouais, c'est bizarre. Ça, c'est très étrange. Très étrange. Pour la peine, je n'aurai qu'une seule réponse. C'est celle-ci. Première fois qu'il me fait ça, bah oui. Comme Yuna, c'est pas la première fois que la Lardonne lui défonce le bide à coups de pied. De ce côté-là, j'ai l'impression que ça va, elle est calme. Enfin, elle te défonce elle te défonce un peu le bidou, mais j'ai l'impression qu'elle t'a pas encore dégommé trop le bide, Yuna, la future Lardonne. Donc, je vais prendre l'habitude de vérifier du coup. Ah, c'est vrai que si en plus t'as pas ton retour micro dans le casque, c'est vrai que c'est compliqué. Moi j'ai toujours le retour micro, donc c'est vrai que ça m'est jamais. Je ne sais même pas si ma webcam est équipée d'un truc. Il a tout lâché, tu le casses. Il a utilisé tous les emotes d'un coup. Tous les emotes y sont passés. Donc comme dit, les emotes ils sont là, profitez-en. Donc je voulais voir un truc. Je m'entends déjà assez comme ça, pas besoin du retour en plus. Bah c'est que tu gueules dans ton micro. Enfin je sais pas ce que t'as comme casque, mais moi dans ce casque là je m'entends pas, hein. Très loin de là même. En même temps si je dis pas de bêtises, ce casque là il a... Non. Il me semble qu'il a... Je crois qu'il a une réduction de bruit d'une trentaine de décibels, si je dis pas de bêtises.
Petit parieur dynamique, je ne saurais même pas dire. Mais oui, non, il capte un peu le son, donc c'est pratique. Donc t'es un peu dans ta petite bulle. Ça, c'est cool. Stylé, enfin les emotes. Bah écoute, oui, oui, ils sont tous là. Vous avez les 7 emotes. Payez avec vos subs et tout, quoi qu'il arrive, comme dit, de toute façon l'argent fait via Twitch est réinvesti dans Twitch, faut pas déconner. Donc ils sont tous là. Alors le bisou on ne voit pas assez, je trouve, c'est un peu dommage. On voit juste pas assez le bisou, c'est un chouille dommage, mais le reste ça va à l'heure qu'on arrive à voir, merci on arrive à voir. Le nervous il me fait marrer, donc je l'avais rajouté. GG il se voit, le high il se voit aussi un petit peu. Le love il se voit un chouille moins, mais bon, j'aime bien. Après c'est Fox et Pixel, donc moi ça me fait marrer. À part hier, elle m'a tué, mais dans l'ensemble ça va. C'est juste que je la vois se déplacer, filer des coups, mais c'est plus des coups en continu et parfois un token qui passe. Bah écoute, elle est sportive avant l'heure, on va dire. Donc non, l'argent investi dans Twitch doit finir les bières que tu me paieras. T'as manqué un mot, toi. De finir dans les bières que tu me paieras. Mais non. PayPal, c'est PayPal. Mon compte bancaire, c'est mon compte bancaire. Donc non, ça ne doit pas servir à te payer des bières. Non. Non, monsieur. Donc ça ne marche pas comme ça. Donc on ne peut pas. Nope. C'est bon, mademoiselle? Oui, il y a un monsieur grand chat qui est dans sa caisse. Qui est dans votre caisse, pardon. J'adore que Coustan pose sa main, il dit faut se calmer, elle lui met un coup. Mais c'est pour lui répondre. C'est juste pour lui répondre. C'est en mode je vis. J'existe. Tout est normal. Tout il est normal, rassurez-vous. Ça on peut pas l'oublier. Ah bah tu m'étonnes. Ben. Hâte d'être en congé, mais ça va arriver vite. T'es en congé quand d'ailleurs J'en profite d'ailleurs aussi pour vous rappeler qu'entre Noël et Nouvel An, j'ai pas fait de planning déjà pour la semaine prochaine. J'aurai pas le temps de le faire demain matin, je parie, donc je vous le ferai après vite fait. Mais entre Noël et Nouvel An, on fera full jeu multi. Le 24, il n'y aura rien. On fera sûrement 23, un truc ensemble. Le 26, 27, 28. Peut-être pas le 29, mais non, alors non, ça c'est... Tu vois, et après tu t'étonnes que je ne t'accueille pas avec un direct dans l'estomac. Donc tu vois, tu le casses, tu cherches. Tu cherches, tu le mérites. Tu le mérites en fait. Donc des congés pour les fêtes, je vais revenir quelques jours je pense. Et à mon avis d'ici mi-janvier, et encore je m'arrêterai. Ok. C'est quand j'ai posé une semaine de congé la deuxième semaine de janvier. Donc mais oui, entre Noël et Nouvel An. Et je pense même 31 il n'y aura rien, mais je pense que le 30 on fera peut-être encore du multi le soir. Comme dit, mais j'ai pas posé de congé entre Noël et Nouvel An. Donc je bosse. Je bosse entre Noël et Nouvel An. Mais oui, on risque de faire... Il y a Likan que j'aimerais beaucoup faire avec Xentos aussi. Il serait bien intéressé pour le faire. J'aimerais refaire du Among Us. Avoir pour du First Class Travel. Du Lethal Company. Parce que ça fait aussi longtemps du Lethal Company. Donc faudra voir. Faudra voir. Et tout cela sans tu le casses parce que monsieur est méchant envers ma personne. Donc voilà quoi.
après, il trouve ça honteux. Je vous jure. Among Us, je peux te tuer en toute légalité. Oui, oh oui, là tu pourras me tuer en toute légalité. Si tu as le jeu et que on est assez... bon après sinon on essaiera de trouver des joueurs comme ça, mais... tu pourras peut-être venir me tuer en toute légalité sur Among Us. D'ailleurs je viens de penser, ça fait un bail que j'ai pas fait de mise à jour sur Among Us. Bon ça va, je suis à jour. Donc... Donc voilà, on verra. Peut-être même Pauline voudra peut-être participer aussi, faudra voir, je sais pas trop. Je compte sur toi pour me divertir de tes streams pendant mon congé mat. Faudra voir en fonction du planning et en fonction de ce que je ferai, mais... D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas fait de No Man's Sky, mais je pense qu'on va petit à petit arrêter No Man's Sky. Histoire de passer à autre chose, ça fait quand même depuis le mois de septembre qu'on est sur No Man's Sky, donc... on pourra peut-être commencer Red Dead, faudra voir. On verra. Je serai pleinement disponible pour un escape simulator. C'est vrai qu'il faut qu'on se fasse ça aussi avec Jack. C'est vrai. Clairement. Non. Je propose de continuer notre petite lecture avec un petit conte indien. Et après on en lira encore un autre. Faut juste que je vous montre la... Enfin, je sais pas si on verra avec le stream, ça va être compliqué. Est-ce qu'on arrive à voir? Ah non, forcément ça veut pas. Non, ça m'embête. On la voit un petit peu comme ça. Elle disparaît. Elle a disparu. Elle revient. Disparu. Ouais. Non, si je reviens comme ça. Ah, ça veut pas. Ça c'est chiant avec le faux fond vert de Nvidia. Tu peux pas montrer tout ce que tu veux. Allez, il est à fond. Indien vaut mieux que 2 tu l'auras, ça oui. C'est la tribu des fameux des tu l'auras. Ça me rappellera ma courte carrière de streameuse influenceuse, qui était grande et belle, cette carrière de streameuse influenceuse. Qu'est-ce que tu fais, Pixou? Il y a un petit chat en vadrouille. Allez, je propose qu'on lise ce conte qui s'appelle Le Roi Curieux. Comme d'hab, hein, si j'écorche des noms, des prénoms, des trucs des provinces, des états, je m'excuse par avance, c'est la faute de Tulkas. Le Maharaja Ilesh régnait sur un vaste et luxuriant royaume bordé par l'océan Indien. Ces terres, constamment baignées de soleil, étaient même si étendues qu'il avait dû les découper en plusieurs sous-royaumes, chacun de la taille d'un pays, et confier chacun à un ministre différent. Le roi, qui aspirait à de grandes choses pour son peuple, avait pris soin de les choisir parmi les plus diplômés du royaume. Mais bien vite, l'idée s'avéra désastreuse. Là, je confirme, l'idée s'avéra désastreuse, c'est aussi pour Tulkas. Alors, ces ministres, vivant comme de grands seigneurs, dépensaient l'argent du royaume en banquets, au cours desquels ils s'écoutaient faire de grands discours et passaient plus de temps à se chamailler avec leurs voisins qu'à chercher des solutions aux problèmes du royaume. Horripilé de voir son peuple livré à lui-même, le Maharaja essaya bien de les obliger à travailler, mais ses ministres n'en ayant ni le talent ni l'envie, ce fut encore pire. Découragé, il finit par les laisser ne rien faire à leur manière. Alors, pour oublier que son royaume était géré par des imbéciles, lui qui n'avait jamais eu de temps pour lui, il se plongea à corps perdu dans les livres. Puis, ayant découvert des choses passionnantes à travers ses lectures, il voulut en apprendre davantage et fit venir des 4 coins du royaume les meilleurs professeurs, les plus grands poètes, les plus grands philosophes et astronomes, les chercheurs les plus pointus, ou encore les meilleurs guérisseurs. Quand toutes les disciplines classiques n'eurent plus aucun secret pour lui, le roi apprit avec la même curiosité à travailler le cuir, puis le métal, à tisser, graver le marbre, faire de la céramique. Et quand il eut redécoré 100 fois son palais du sol au plafond,
Ne sachant plus trop quoi faire et voyant parfois ses serviteurs jouer à des jeux, il décida d'en apprendre les règles. Mais voilà, après avoir appris les règles de tous les jeux qui existaient et battu les meilleurs joueurs du royaume aux échecs, au Kridipatram ou au Gandjif, c'est sur des jeux de cartes traditionnels indiens, le Maharaja commença à s'ennuyer, terriblement. Il avait fait le tour de tout ce qu'il était possible d'apprendre, mais la connaissance, loin d'éteindre la curiosité, aurait plutôt tendance à l'attiser. Et maintenant qu'Ilesh savait tant de choses, il était convaincu qu'il en restait encore plus à découvrir. Mais quoi ? Après plusieurs jours à tourner comme un lion en cage dans son palais, en se creusant la tête, le Maharaja, dépité, jeta un œil par l'une de ses 1000 fenêtres. Il observait d'un air las les serviteurs s'affairer dans les jardins, l'un taillant une haie, l'autre cueillant de belles figues aux branches d'un figuier, quand soudain, son regard s'arrêta sur l'océan bleu et scintillant qui s'étendait au-delà de ces jardins. Se redressant d'un bond, le roi demanda qu'on fasse venir son ministre de la marine, car dans sa colonie de ministres, il en avait un pour chaque chose. Quelques instants plus tard, le ministre arriva, ventre à terre, et le roi, tout excité, lui demanda « Que sait-on au juste sur le fond de la mer ? À votre avis, qu'est-ce qui s'y trouve ?» Le ministre réfléchit un instant et, bien embêté, finit par bredouiller. Je dirais de l'eau, votre majesté ?» Consterné, le roi soupira. Décidément, avec un esprit aussi vif, je vous ai nommé ministre. Je devais être bien mal réveillé. À partir d'aujourd'hui, vous remplacerez le cantonnier. J'espère que vous serez meilleur à creuser des routes. Le ministre, penaud, laissa donc là ses beaux habits de ministre et s'en alla prendre une pioche. Malheureusement, il ne s'avérera pas meilleur cantonnier. Et si aujourd'hui encore en Inde, certaines routes sont franchement impraticables, il est bien possible que cela soit sa faute. Puis, le roi fit appeler l'ancien cantonnier, qui ne tarda pas à arriver, très intimidé, et il lui demanda à son tour « À votre avis, qu'est-ce qui se trouve au fond de la mer ?» L'ancien cantonnier se gratta le menton avec ses grosses mains calleuses, puis répondit « Personne n'y étant jamais allé à ma connaissance, cela reste un mystère. Mais, après tout, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas en bas un monde semblable au nôtre. » Entendant cela, le roi sourit. « Voilà qui est bien dit. Quand on ne sait pas, au moins faisons preuve d'imagination. Je vous nomme ministre de la marine. » Et en 2 temps 3 mouvements, le cantonnier se retrouva dans les luxueux habits du ministre, avec un régiment d'employés sous ses ordres. Au début, ceux-ci le prirent un peu de haut, avec ses mains calleuses et son absence de diplôme. Mais le jeune homme travailleur et plein d'idées gagna vite leur respect. Et bientôt, pour faire comme lui, eux qui n'y étaient pas vraiment habitués, ils se mirent même à travailler. Voyant qu'il pouvait compter sur son nouveau ministre, le Maharaja Ilesh, qui avait de la suite dans les idées, lui demanda de lui construire une sorte d'ascenseur de verre parfaitement étanche, grâce auquel il pourrait plonger au fond de la mer, voir ce qui s'y cache. Face à la complexité de la mission et aux risques supposés pour le Maharaja, le jeune ministre s'enferma avec les meilleurs ingénieurs, fit appel aux artisans les plus adroits, et quelques semaines plus tard, le Maharaja, sous l'œil un peu inquiet de tous ses ministres, commença son voyage vers les profondeurs de la mer. La cabine, petit bijou de technologie, était lestée par de gros poids et se manœuvrait à la manière d'un ascenseur,
avec 2 boutons, l'un pour descendre, l'autre pour remonter. Le Maharaja n'avait qu'à garder le doigt appuyé sur le bouton de son choix pour qu'elle s'enfonce lentement ou qu'elle remonte après avoir lâché ses poids. À travers ces parois transparentes, le roi pouvait étudier tout à loisir le paysage qui regorgeait de surprises. Il descendit longtemps ainsi, s'arrêtant de temps à autre, tantôt pour observer quelques poissons ballons, poissons papillons ou poissons pans, tantôt hypnotisé par le balai d'un banc de méduses fluorescentes. Il fit aussi la rencontre d'un petit calamar qui vint se coller contre la cage. Amusé, le Maharaja l'observa longuement et nota sur un carnet son astucieux système de ventouse qu'il se promit de développer plus tard. Car cette incroyable faune qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu jusqu'alors lui inspirait toutes sortes d'idées qu'il s'empressait de noter, tout excité par ses découvertes. Très vite, les pages de ces carnets s'emplirent de dessins de poissons multicolores, dont les motifs allaient inspirer nombre de somptueux saris et somptueuses broderies qui, pendant longtemps, feraient la renommée de l'Inde. Il faisait aussi des croquis d'inventions diverses, comme celui du premier marteau, inspiré du requin du même nom qui s'était cogné contre sa cabine, ou l'ébauche de ce qui deviendrait plus tard le slime, imitant la texture gélatineuse et lumineuse des méduses. Après un long moment à s'enfoncer seul dans l'obscurité, il allait remonter quand, à quelques pas devant lui, il crut distinguer quelque chose. Le nez collé à la vitre, il plissa les yeux pour mieux voir, scruta les eaux sombres et vit qu'en effet, il se trouvait devant l'entrée d'une large grotte. Il s'engagea doucement à l'intérieur, et à sa grande surprise, il s'aperçut qu'il pouvait de nouveau voir comme en plein jour. L'horizon était à présent dégagé au-dessus de sa tête, comme s'il se trouvait dans un gigantesque puits. Intrigué, le roi appuya sur le second bouton, et la cabine se remit en branle et s'éleva. Au fur et à mesure qu'il remontait, la lumière se fit de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'enfin, la cabine émerge devant une longue plage de sable fin. Délicatement poussée vers le rivage par quelques vagues, la cabine échoua doucement sur le sable. Et bien content de retrouver un peu de terre ferme, le Maharaja en sortit. Regardant autour de lui, il vit un homme coiffé d'une splendide couronne incrustée de coquillages venir à sa rencontre. Entouré d'une foule de serviteurs habillés de pagnes d'algues. D'une voix douce, l'homme se présenta. « Je suis Samudrasen, le seigneur de la mer, et je vous souhaite la bienvenue dans mon royaume, amis voyageurs. » Voyant Ilesh s'incliner respectueusement, le roi de la mer lui fit signe de se redresser. « Oh non, je vous en prie, je sais que vous êtes le Maharaja Ilesh, et cette visite nous honore. J'espère qu'elle marquera le début d'une grande amitié entre nos royaumes. » Puis, prenant Ilesh par l'épaule, il ajouta. « Mais venez, vous devez être fatigué par votre voyage. » Et l'arrachant à la troupe de serviteurs qui le dévisageaient avec curiosité, Samudrasen l'entraîna en direction de son palais. Lorsqu'au détour d'une dune, Ilesh l'aperçut, il n'en crut pas ses yeux. D'une blancheur immaculée, entièrement fait de nacre, le palais semblait briller de 1000 feux. Ses nombreuses tours imitaient si bien des branches de corail qu'en les voyant sur le fond du ciel bleu, l'espace d'un instant, il eut l'impression d'être encore sous l'eau.
Puis, se tordant le cou pour admirer chaque détail des murs au plafond, il se fit conduire jusqu'à la grande salle du palais. Là, assise sur un trône fait d'un immense coquillage argenté, se tenait une élégante jeune femme. Dès qu'il l'aperçut, les milliers de pensées qui s'agitaient dans sa tête éclatèrent comme des bulles de savon. Ilèche se retrouva incapable de dire un mot. La jeune fille sourit, amusée par son trouble, et légère comme une plume, sauta de son trône pour s'approcher de lui. Plantant son regard dans le sien, elle dit d'une voix riante : « Je vois que vous avez déjà fait la connaissance de mon père. Bienvenue à vous, je m'appelle Indira. » Elle lui tendit une main qu'Ilèche, le cœur battant, baisa un peu plus longtemps que nécessaire. Samudrasen, feignant de ne rien avoir remarqué, car c'était un homme délicat, proposa à sa fille de faire visiter les jardins au roi, en attendant que le dîner soit prêt, ce que la jeune femme accepta avec plaisir. Aussi curieuse qu'Ilèche, la princesse Indira lui posait toutes sortes de questions sur son royaume. Comment vivait son peuple? Que faisaient les enfants? De quoi se nourrissaient-ils? Le roi, retrouvant l'usage de la parole, lui dépeignit avec précision son monde, ses paysages, ses couleurs, les habitudes de son peuple. Et lorsque l'heure du dîner arriva, et qu'ils rejoignirent Samudrasen, les deux jeunes gens émerveillés de ce qu'ils avaient découvert l'un de l'autre étaient déjà éperdument amoureux. Les jours qui suivirent, Indira fit visiter son royaume à Ilèche. À l'image du seigneur de la mer et de sa fille, leur peuple semblait paisible et heureux, ne voyant nulle part la moindre querelle ni jalousie. Le roi, étonné, ne cessait de questionner la princesse sur leur façon de gérer leur royaume. La jeune fille, d'une grande vivacité, avait réponse à tout et lui expliqua tout ce que son père avait fait pour installer une telle paix. Pourquoi se battrait-il puisqu'ici, chacun avait ce qu'il lui fallait pour vivre? Que pourrait-il jalouser puisque rien n'appartenait à personne et que, l'argent n'existant pas, il n'était pas possible d'en avoir plus que son voisin? D'ailleurs, à quoi servirait l'argent si tout ce qui était nécessaire pouvait s'échanger simplement contre un petit service? Ne cachant pas son admiration, le roi Ilèche se lia d'amitié avec le seigneur de la mer et ne tarda pas à lui demander la main de sa fille. Ce qui fit beaucoup rire Samudrasen, car dans son royaume, les femmes décidaient ces choses-là sans l'avis de leur père. Indira ayant fait son choix, les jeunes gens se marièrent, et la fête, à laquelle tout le royaume fut invité, dura près de 3 mois. La vie était si douce au royaume de la mer, si joyeuse et agréable auprès de la passionnante Indira, que les années passèrent sans que le roi Ilèche ne s'en rende compte. Bientôt, Indira lui donna un fils, puis un second, 2 ans plus tard. Quelque temps après, quand un 3e fils arriva, Ilèche fut l'homme le plus heureux du monde. Tout cet amour le comblait tellement que parfois, la nuit, lorsqu'il repensait à son royaume resté aux mains de ces imbéciles de ministres, le roi ne pouvait s'empêcher de se trouver bien égoïste. Pendant que toute sa petite famille dormait à point fermé, il se demandait quelle bêtise encore ces ministres pouvaient bien faire. S'imaginer des guerres, son peuple affamé. Avec le temps, il commença à y penser aussi le jour, puis un peu tout le temps. Il s'inquiétait tellement qu'un jour, voyant les yeux creusés de son mari, Indira lui dit :
Tu ne peux pas vivre ainsi, à t'inquiéter constamment. Et tu ne peux pas abandonner tes sujets. Tu dois partir. Je ne peux t'accompagner, car je ne pourrai vivre sur la terre. Mais nos fils peuvent vivre dans nos 2 royaumes. Quand ils seront assez grands pour régner, je te promets de te les envoyer. Alors tu pourras revenir auprès de moi. L'idée de se séparer lui était tellement douloureuse que le Maharaja allait protester. Mais comprenant qu'une fois de plus elle avait raison, et que pour son peuple, il n'avait pas le droit de rester plus longtemps, il accepta. On fit préparer sa cage de verre, qui au fil du temps s'était couverte d'algues et de mousse. Et après des adieux déchirants avec son épouse, ses fils et le grand Samudrasen, le cœur lourd, il reprit place à l'intérieur. Alors, la mère, obéissant à la volonté de son seigneur, le guida comme à l'aller vers l'immense puits dans lequel il s'enfonça jusqu'à la grotte, où le Maharaja reprit son ascension vers son royaume. Lorsqu'il refit surface, personne n'était là pour l'attendre, car tous avaient cru qu'il lui était arrivé malheur. En revanche, quand il arriva au palais, et que ses ministres le virent sain et sauf, quelle ne fut pas leur surprise, et pour certains, il faut bien le dire, leur déception. Comme le Maharaja s'en doutait, à l'exception du ministre de la mer, qui avait pris grand soin de son ministère, les autres avaient laissé le royaume dans une belle pagaille. Mais cette fois, le roi, transformé par tout ce qu'il avait découvert, trouva le courage de les faire renvoyer par la peau des fesses. S'inspirant de son ami Samudrasen, il mit en pratique toutes ces nouvelles idées, et année après année, finit par transformer son royaume en un paradis, où il faisait si bon vivre que des voyageurs arrivaient des 4 coins du monde pour s'y installer. Devenu vieux, Ilesh retrouva ses fils qui, comme promis, le rejoignèrent. Très heureux de les revoir, il resta quelque temps pour profiter d'eux. Puis, une fois certain qu'ils étaient prêts à régner, il leur laissa le trône. Reconnaissant d'avoir pu rapporter sur terre un peu de la sagesse qui régit les relations au fond de l'océan, il repartit rejoindre sa bien-aimée, auprès de qui il coula de nombreuses et heureuses années. On a été rejoint par une petite Picsou. Oui, il y a un bouton qui est apparu en plein milieu. Tu marches sur le livre, toi, maintenant. Attention à comment vous vous installez sur le clavier, mademoiselle. T'as de la chance, j'ai l'impression que pour l'instant tu ne m'as rien fait. Allez, juste te poser sur le clavier. Par contre, j'ai juste envie de me moucher. Yeah. Allez. Je vous propose une dernière histoire. Parce que quand même, c'est comme des histoires assez longues au final. Une autre devait durer 7 minutes, j'ai l'impression d'avoir passé 20 minutes déjà dessus. Je propose qu'on finisse par une petite dernière, parce que je vais encore préparer mon petit bento pour demain. Sinon j'aurais pas à manger. Ah Picsou ? Allez. Inspiré d'une légende vietnamienne. On reste à peu près dans le même coin des îles du Sud-Est. Ah Picsou, qu'est-ce que tu me fais ?
Que me faites-vous, mademoiselle? Vous m'appuyez sur des raccourcis que je... Pardon, que je ne connais pas, mademoiselle. C'est pas gentil, ça. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, petite demoiselle? Allez. Donc ce dernier conte s'appelle Le bûcheron qui rêvait de voir la mer. Dans les temps anciens, à une époque où chaque chose dans la nature, grotte, roche, rivière, était habitée par des esprits et où cela n'étonnait personne, vivait un jeune bûcheron nommé Sin. Fils de bûcheron, il n'avait jamais connu que la forêt. Depuis qu'il était en âge de travailler, c'est là qu'il passait ses journées à couper des arbres et ses nuits à rêver d'arbres. Comme son père avant lui, il vivait dans une petite hutte de branchage au milieu de la forêt. Particulièrement sauvage, cette forêt couvrait, et couvre toujours, tout le flanc du mont Tanvienne, une haute montagne au pied de laquelle coulait une rivière, et était peuplée de toutes sortes d'animaux. Singes, pangolins, écureuils volants, si bien que Sin ne se sentait jamais seul. Chaque matin, Sin se levait avec le soleil pour aller choisir les arbres qu'il couperait dans la journée. Et chaque soir, lorsqu'il avait débité assez de rondins, il les faisait rouler sur le flanc de la montagne et les suivait jusqu'à la rivière, où des marchands de bois l'attendaient. Ensemble, ils les chargeaient sur les jonques, qui les emportaient. Puis Sin regardait ces rondins s'éloigner et rêvait au voyage qui les attendait, au paysage inconnu qu'il verrait défiler. Pour imaginer tous ces lieux qu'il ne connaissait pas, Sin demandait souvent aux marchands où ils allaient, et ceux-ci répondaient parfois à la ville, parfois à la mer, pour les revendre à d'autres marchands qui les emporteraient plus loin encore. Alors, Sin sentait son esprit s'enflammer. Ce simple mot, la mer, avait à chaque fois sur lui un effet étrange. Il lui rappelait des histoires fabuleuses que sa mère lui racontait quand il était enfant. Lorsqu'il l'entendait dans la bouche des marchands, toutes sortes d'images d'infini et de bleu défilaient dans son esprit. Et comme elles évoquaient l'exact opposé de tout ce qu'il avait toujours connu, lui qui, au milieu de ces arbres, voyait tous les vers imaginables, mais apercevait à peine le bleu du ciel, tout cela le faisait rêver. Un jour, alors que Sin marchait dans sa forêt à la recherche d'un arbre de bonne taille pour faire des rondins, il trouva un vieux au tronc énorme et noueux et commença à l'abattre. L'arbre était si imposant qu'il fallut des milliers de coups de hache à Sin pour en venir à bout. Et ce n'est qu'à la toute fin de la journée, alors que le soleil était déjà parti se cacher derrière la montagne, que l'arbre tomba dans un fracas terrible qui fit trembler toute la forêt. Voyant qu'il ne pourrait le débiter avant la nuit, Sin, épuisé, rentra se coucher. Mais le lendemain, quand aux premières lueurs du jour, Sin arriva à l'endroit où il avait laissé l'arbre qu'il retrouva debout, intact, comme il l'avait découvert la veille. N'en croyant pas ses yeux, Sin jeta un œil alentour pour voir s'il ne s'était pas trompé. Mais non. Les broussailles écrasées au sol à l'endroit où l'arbre était tombé prouvaient bien que c'était lui. Et puis, il n'en avait pas deux pareils dans toute la forêt. Stupéfait, il fit le tour du tronc à la recherche d'un coup de hache. Pas la moindre trace. Sin, un peu perdu, serait au moins. Resta un moment à se gratter la tête. Puis, ne voulant pas perdre une nouvelle journée, se remit au travail. De nouveau, il passa la journée à cogner, ne s'octroyant pas le moindre répit. Et au crépuscule, enfin,
l'arbre tomba dans le même fracas que la veille. Cette fois-ci, Sin, voulant avoir le fin mot de l'histoire, fit seulement mine de rentrer chez lui et fila se cacher derrière les fourrés, à une centaine de pas de l'arbre. Dès que la forêt fut plongée dans l'obscurité, Sin vit un petit vieillard apparaître, puis s'approcher de l'arbre d'un pas léger et parfaitement silencieux. Le vieil homme se pencha vers le tronc, visiblement chagriné, et commença à le caresser doucement, en murmurant quelque chose. Sin ne pouvait entendre ses paroles, mais aussitôt, l'arbre se redressa et reprit sa place. Dépité, Sin bondit de sa cachette et houspilla le vieux. « Dites donc, vieil homme, vous trouvez ça drôle de ruiner le travail des honnêtes gens ?» Voyant Sin, le vieillard, très calme, se contenta de sourire. Et son sourire, si tranquille, fit fondre toute la colère du bûcheron. Puis, d'une voix douce et profonde, le vieil homme dit « Je sais que ton métier t'oblige à couper des arbres, et que tu le fais avec autant de respect que possible. Mais cet arbre est mon ami, et depuis toujours mon refuge. Il est aussi vieux que la terre, et je te demande de l'épargner. » À ces mots, il claqua des doigts, qui étaient aussi noueux que l'arbre, et une fine branche de la taille d'une baguette apparut, qu'il tendit à Sin. « En échange, je t'offre cette baguette, ajouta-t-il. Avec elle, tu pourras guérir les hommes. » Sin comprit alors que ce vieil homme n'était autre que le génie de la montagne. Il le remercia, et impatient de tester son nouveau pouvoir, se rendit au village le plus proche, où il demanda à une jeune femme si elle connaissait quelqu'un de malade. La demoiselle, le pensant médecin, s'empressa de le conduire au chevet de son père. Quand il aperçut l'état de l'homme, qui ne semblait pas loin de rendre son dernier souffle, Sin eut un moment d'hésitation, mais devant le regard implorant de la jeune femme, il donna un léger coup de baguette au-dessus du visage du mourant. Aussitôt retrouvant ses couleurs, l'homme ouvrit les yeux, se redressa, et après avoir pris une profonde inspiration, se tourna vers Sin, émerveillé. Cette nuit-là, grisé par son incroyable pouvoir, Sin guérit 3 malades. Et au petit matin, le cœur plein de gratitude envers le génie et plein de joie à l'idée d'alléger la peine de ceux qu'il rencontrerait, il se mit en route pour d'autres villages. Malade après malade, il arriva au bord d'une rivière et, repensant à la mer, décida d'en profiter pour marcher dans sa direction. Jour après jour, il suivit la rivière et guérit des dizaines de malades. Puis, longeant le fleuve auquel la rivière s'était mêlée, des centaines. Et presque sans s'en rendre compte, il s'approcha de la mer. Arrivé au dernier village, qui donnait sur la mer, Sin, trop impatient de voir enfin à quoi l'océan ressemblait, fila droit vers la plage. Là, découvrant l'immensité bleue qui miroitait de 1000 éclats argentés sous le soleil, il s'arrêta un long moment subjugué. Puis il ôta ses sandales et posa doucement les pieds dans le sable. Émerveillé par sa chaleur et sa douceur, il commença lentement à jouer avec un enfant, faisant glisser ses pieds sur le sable. Jouer comme un enfant, oui, c'est bien ce que j'ai dit, et se délectant des chatouilles des grains entre ses orteils. Un peu intimidé, il s'avança ensuite vers l'eau. Comme une petite vague arrivait, il s'immobilisa pour la laisser lécher ses pieds. Et, surpris par sa fraîcheur, recula aussitôt en riant. Il serait resté bien plus longtemps à jouer dans les vagues,
s'il n'avait pas aperçu un groupe d'enfants armés de bâtons qui s'acharnait sur un serpent de mer déjà mal en point. Pris de pitié pour le pauvre reptile, Sin accourut et chassa les enfants. Puis d'un coup de baguette, il guérit le serpent. À sa grande surprise, au lieu de filer vers l'eau, le serpent, tout en s'efforçant de se désentortiller, car sous le coup des enfants il s'était tout emmêlé et était plein de nœuds, dit d'une belle voix suave : « J'aurais mieux fait d'écouter mon père et de rester dans l'eau. Ces petits hommes sont des brutes. » Voyant qu'il ne s'agissait pas d'un serpent ordinaire et qu'il ne risquait pas de se faire mordre, Sin se pencha pour l'aider à défaire ses nœuds et répondit : « Quelle idée aussi de se promener sur le sable quand on est un animal de la mer !» Le serpent, enfin dénoué, s'étira en soupirant. « Je sais bien, mais je voulais voir à quoi ressemblaient les hommes. Maintenant que je sais, on ne m'y reprendra plus. » Et ses beaux yeux noirs plantés dans le cœur de Sin, il ajouta : « Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu m'as sauvé la vie, et j'aimerais te remercier comme tu le mérites. Mon père est le roi des mers. Viens avec moi, je te le présenterai. » À ces mots, le serpent plongea dans l'eau, et Sin, s'abandonnant en toute confiance, le suivit jusqu'au palais, dans les profondeurs de la mer. Lorsque le roi des mers apprit que Sin avait sauvé la vie de son aventurier de fils, il lui en fut si reconnaissant qu'il organisa en son honneur une grande fête qui dura plusieurs jours, pendant laquelle Sin, complètement ébahi, vit défiler un arc-en-ciel de poissons et d'animaux marins, tous plus étonnants les uns que les autres. Une fois la fête terminée, le roi voulut offrir une récompense à Sin, mais le jeune homme répondit que toutes ces incroyables découvertes étaient pour lui la plus belle des récompenses. Charmé par sa réponse, le roi des mers lui proposa de rester vivre avec lui dans son palais. Mais cela faisait déjà bien longtemps que Sin avait quitté sa forêt, et elle lui manquait. Alors il dit : « Je vous remercie, mais je ne suis pas fait pour vivre ici, pas plus que vous n'êtes fait pour vivre sur terre. Maintenant que je connais la mer, j'en garderai des souvenirs merveilleux, mais je crois qu'il est temps pour moi de retrouver ma forêt. » Le roi, qui était sage, le comprit très bien. Et après lui avoir souhaité une longue et heureuse vie dans sa forêt, ils firent accompagner Sin jusqu'à la plage. Sin, un peu étourdi par toutes ces découvertes, reprit le chemin de sa forêt, s'arrêtant de temps à autre pour soigner quelques malades. Lorsque, enfin, il arriva devant le grand arbre noueux, et alors qu'il voulait remercier le génie pour cette incroyable aventure, il le trouva au pied de l'arbre, très affaibli. Sin sortit aussitôt sa baguette, mais un sourire paisible illumina le visage du vieillard, qui lui dit : « Ta baguette ne peut rien pour moi. Je suis presque aussi vieux que cet arbre, aussi vieux que la terre. Il est temps pour moi de rejoindre le royaume de la lumière. Mais je sais désormais que je peux partir en paix, car tu es revenu, malgré tout ce que tu as vu, comme je l'ai fait des siècles avant toi. C'est que tu aimes cette forêt autant que moi. Je sais que tu prendras soin d'elle. » Sur ces mots, le génie rendit son dernier souffle dans les bras de Sin, et le jeune homme, profondément touché par ce qu'il venait d'entendre, resta un long moment songeur, à bercer contre lui le corps sec du vieillard. Puis, avec des gestes empreints de respect, il enterra le vieil homme au pied de son arbre et rentra chez lui. Dès lors, fidèle aux dernières paroles du génie, Sin renonça pour toujours au métier de bûcheron. Mais il ne quitta pas pour autant sa hutte de branchage au milieu de la forêt, car tout le temps qui lui restait,
Il l'employa à veiller sur sa forêt et à soigner ses arbres, comme il soignait les hommes. Au fil des années, la réputation de guérisseur de Sin dépassa ces montagnes, et on commença à lui amener des malades des 4 coins du pays. Tous repartaient en louant ses pouvoirs, sa jeunesse qui semblait éternelle et sa grande bonté. Un jour, le roi du pays lui-même vint le trouver avec sa fille, qui souffrait d'un mal inconnu. Voyant la princesse, Sin en tomba follement amoureux, et une fois guérie, la jeune femme, émerveillée par la bonté de Sin, tomba aussi follement amoureuse de lui. Le roi, qui était reconnaissant à Sin d'avoir sauvé sa fille, ne fit aucune difficulté, et les 2 jeunes gens se marièrent sans attendre. Si la nouvelle de leurs noces fut fêtée à travers tout le pays, au fond de l'eau, elle ne fut pas du goût de tout le monde. Car le fils du roi des mers, que Sin avait sauvé des mains des enfants, avait aperçu la princesse lors de son escapade sur la terre, et il ne l'avait jamais oubliée. Or, comme il venait de succéder à son père sur le trône, se pensant enfin digne d'elle, il avait espéré l'épouser. Picsou m'ouvre des choses bien moins sages que son père, mais peut-on être sage quand on est amoureux? Le nouveau roi des mers, brûlant de châtier Sin et d'enlever la princesse, commanda à tous les animaux, poissons, requins, baleines. Je me suis mis sur un truc, ceci en Picsou, je sens qu'elle allait m'arrêter le stream. Tortues, poulpes, méduses, ainsi qu'aux éléments, vents marins et vagues de la mer, de le venger. Et fou de rage, il jeta cette formidable armée à l'assaut de la montagne où vivaient les jeunes mariés. S'engagea alors une bataille comme le monde n'en avait jamais connue. La mer entière se souleva, poussée par un vent furieux, roula sur le fleuve et s'élança de toute sa puissance contre la montagne. Mais depuis que Sin veillait sur sa forêt au lieu de la couper, tant de nouveaux arbres avaient poussé, et les anciens, plus vigoureux que jamais, s'étaient tant élargis que leurs troncs et leurs branchages forts et serrés formaient à présent un indestructible rempart. Et les milliers de vagues que le roi des mers envoya, une à une s'y brisèrent, impuissantes à percer ce bouclier de verdure. Pix, oh, je vous jure ce chat. Si un jour tu as la chance de découvrir ce pays magnifique, tu verras que les vagues n'ont pas totalement abandonné le combat et continuent parfois d'attaquer la montagne. Et si tu as le courage de grimper dans la forêt, peut-être apercevras-tu Sin et la princesse, marchant main dans la main au milieu des arbres, en train de chercher ceux qui auraient besoin d'un peu plus d'attention pour mieux pousser encore. Le gardien de la forêt et son épouse s'aiment toujours comme au premier jour, et s'aimeront probablement encore des siècles et des siècles, car la forêt, pour les remercier de leurs soins, leur a fait don d'une longévité de génie. C'était mignon. On va pas lire le prochain conte parce qu'il est encore plus long que les autres. On va se le garder. Comme ça après on pourra changer de chapitrage. Le prochain conte, pour début du mois de janvier, ça sera Pinocchio. Et oui, pardon mademoiselle Pix, faut que je passe une main sous votre bidou.
Merci. Ah, attendez. Ouh. Dire au revoir à Picsou, parce qu'elle elle va forcément descendre pour essayer de rejoindre Fox. Voilà. Comme ça, on a une petite demoiselle qui rejoint un grand monsieur. Allez, YouTube. On s'arrête là. Je vous fais des bisous, YouTube. Et on se retrouve à la prochaine VOD. Et des bisous.